Bonjour tout le monde et bienvenue dans Sans Dossard, le podcast de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme. Aujourd'hui, nous accueillons Suzanne Carian, athlète, entraîneuse, fondatrice de la commission Égal Athlé, membre du club des 300 de la Fédération française d'athlétisme et surtout autrice de Running au féminin. Dans ce numéro, nous allons parler de course, nous allons parler de course pour les femmes. Nous allons parler de comment se lancer pour toutes et tous et peut-être même un peu de réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue Suzanne. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Très contente d'être ici. Comment vas-tu ? Je vais très bien. Je suis très contente de cette initiative de la Ligue. On va parler de toi pour commencer cet épisode, de ton rapport à la pratique athlétique. On parle souvent de capacités acquises, innées un petit peu. Toi, ton rapport au sport, dès l'enfance, ça s'est passé comment ? C'était assez limité puisque moi, je ne viens pas d'un milieu où le sport était envisageable. Et donc, je n'ai pas grandi dans une culture sportive. Je n'ai jamais fait de sport jusqu'à l'âge de 29 ans. Et le sport se limitait aux escaliers ou aux cours de PS obligatoires. Et d'un coup, à 29 ans, tu arrives dans le monde athlétique, tu prends ta première licence, c'était à l'EA Saint-Chamond. Ouais. On salue le club de l'EA Saint-Chamond, si vous nous écoutez. Soyez-en heureux d'avoir eu avec vous Suzanne Carian pendant un petit moment. Pourquoi avoir choisi l'athlétisme finalement ? Tu viens pas d'un milieu sportif, tu arrives là, et l'athlétisme, pourquoi parmi tant de sports proposés ? Parce qu'en fait, à ce moment-là de ma vie, j'ai vécu une expérience assez difficile et donc je me suis réfugiée à travers la course à pied. Je venais de déménager et dans le cadre de mon déménagement, j'ai retrouvé une paire de baskets et j'étais assez surprise puisque je faisais pas de sport. Je me suis dit bon, tant qu'à faire, je vais les garder et sur ma pause déjeuner, j'avais énormément de mal à pouvoir me poser parce que j'étais envahie par des pensées et je refusais de me laisser embarquer par des pensées négatives et c'est là où j'ai décidé d'enfiler mes baskets. À l'époque, je travaillais pas très loin des quais à Lyon et donc du coup, en fait, je prenais mes baskets et je partais courir du temps de midi. Et dans mon entourage, une personne qui était lui-même licencié au club de Saint-Chamond était entraîné par Franck, qui est toujours entraîneur au club, et me l'avait présenté dans la perspective de pouvoir le rencontrer. Voilà. Et donc c'est parti comme ça, et puis l'histoire d'amour a été un petit peu lancée. On parle vulgairement d'athlétisme, mais en fait il y a tellement de disciplines. Et qu'est-ce qui a fait que tu as accroché finalement au running ? Parce qu'il y avait une histoire de basket, on a compris, dans un carton, mais tu aurais pu aller vers l'athlétisme et pourquoi pas t'orienter vers d'autres disciplines. Pourquoi le running ? Je pense que je suis tombée amoureuse de la distance du marathon très rapidement puisque ça a été vraiment mon objectif, le marathon de Paris. Et en fait, je pense qu'il y a une certaine liberté dans le running. Moi, à l'époque, j'étais maman solo, j'avais pas de disponibilité pour pouvoir m'entraîner avec des horaires, des contraintes horaires. Et au final, la course à pied, c'est ce qui me permettait de pouvoir m'entraîner facilement. Il y avait l'adrénaline, les endorphines, toutes les émotions associées à la course à pied qui m'ont amenée à faire que la course à pied devienne une véritable passion dans mon quotidien. C'est devenu une passion, et puis surtout c'est devenu une passion avec en plus une soif de performance et de compétition et d'aller chercher des records. Tu as commencé par le trail très rapidement, je crois. Je suis allé voir sur ta fiche FFA. On rappellera que ta première compétition en licence, c'est au Trail de Tence où tu avais fait en 2014. Je m'en souviens très bien. Et ensuite, rapidement, dès l'année d'après, le passage vers la route, vers le marathon, tu viens l'expliquer parce qu'il y avait ce marathon de Paris en ligne de mire. Mais derrière ça, pourquoi continuer derrière vers la compétition et aller se challenger avec des records ? Alors, je pense que déjà à l'époque, j'étais pas spécialement dans une perspective de challenge de record. C'était pas trop l'esprit dans lequel j'étais. Par contre, il y avait la notion de consécration et d'atteinte d'objectifs. Et surtout, au-delà d'objectifs chronométriques, c'était véritablement une volonté de pouvoir
reprendre confiance en moi. J'étais dans une phase de ma vie qui était difficile et pour moi, la course à pied, c'était le seul moyen de pouvoir me réconcilier avec moi-même et vivre des émotions positives. Donc, c'était pas du tout dans une perspective de me challenger au niveau des chronos. Quand j'ai fait la première course à Tence, je m'en souviens très bien. Je te remercie de m'en avoir reparlé parce que c'est un vieux souvenir. Je me souviens que Franck m'avait conseillé justement de faire une course parce que j'avais pas fait de course, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et je l'en remercie parce qu'il a eu un vrai rôle dans ma pratique sportive. Et effectivement, pour moi, le marathon, c'était... Tu vois, on ne va pas courir un marathon au quotidien. En tout cas, moi, dans mon quotidien, à l'époque comme aujourd'hui, je ne peux pas courir de marathon. Le fait d'avoir un challenge en compétition, c'était d'avoir un rendez-vous, tout simplement. Cette distance, elle reste à part et c'est le running qui m'a animée, plus qu'autre chose. Des rendez-vous, tu en as eu quand même beaucoup. On peut rappeler brièvement tes performances. 36 minutes 44, je crois, sur 10 Ouais. km, 1h20 sur semi, 2h51 sur marathon. Et au-delà du marathon, il y a eu un amour renforcé avec le bitume. Oui. Alors après, par contre, il y a eu vraiment une orientation parce que les premières années de ma pratique sportive étaient vraiment orientées sur une volonté de pouvoir me reconnecter à moi-même, être en paix, je pense, et puis me prouver que je pouvais également le faire. Après, par contre, à un moment donné, j'ai pris goût à l'effort. Et c'est là où il y a une différence, puisque dès lors que j'ai pris goût à l'effort, j'ai fait le choix également de me former et de pouvoir participer à la vie du club à l'époque. Et c'est là où, effectivement, j'ai eu une approche beaucoup plus dans la recherche de la performance pour aller me challenger. Peut-être au moment où tu bascules vers, non pas la posture d'athlète, mais celle d'entraîneur, Ouais. d'entraîneuse, Mm. parce que tu as commencé dans le social, tu as Oui. été assistante sociale pendant près de 10 ans, Oui. et ensuite tu es devenue entraîneuse. À quel moment, du coup, tu as eu envie de franchir le pas? Ça s'est passé comment pour toi, cette mutation à la fois d'assistante sociale vers le coaching et puis d'athlète donc vers l'enseignement de la Alors moi, à pratique? l'époque, déjà, quand j'étais assistante sociale, je pense que finalement, mon métier, donc c'est un métier qui a beaucoup compté et qui compte encore aujourd'hui. Je pense qu'il continue à me permettre d'œuvrer dans ce que je fais au quotidien. C'est un métier que j'ai fait par passion, parce que je pense que quand on œuvre dans des métiers comme ça, où on passe du temps avec les autres, il faut déjà aimer la relation aux autres. Et très rapidement, j'organisais avec des marques à Saint-Étienne des événements autour du gainage, parce que c'était vraiment, en fait, à cette époque-là, la course à pied, c'était en complément du reste, puisque j'avais très peu de temps à y consacrer. Et donc, j'organisais des événements et ces événements-là, j'arrivais à avoir quelques personnes avec moi. On organisait des temps d'entraînement. Et c'est de là qu'effectivement, dans mon entourage, une personne m'a conseillé de passer des diplômes pour me former, pour devenir entraîneur, en tout cas pour devenir coach sportif. Et en fait, au départ, j'étais dans une pratique sportive, professionnelle. J'étais comme une sorte de balance, c'est-à-dire que j'avais mon métier d'assistante sociale au quotidien. Et puis, en fin de journée, je prenais la casquette de coach ou d'entraîneur. Et après, ça a duré un temps. Ça a duré le temps nécessaire pour que je prenne aussi confiance, que je me forme. Et il y a eu le Covid. Et le Covid, en fait, ça a été la bascule dans ma vie professionnelle, puisque le Covid a fait qu'après, j'ai fait le choix d'arrêter mon métier dans le social pour me lancer uniquement dans le milieu du coaching. On a peut-être des auditeurs, des auditrices qui nous écoutent et qui ont envie d'aller vers le coaching. Les formations, ça se passe comment? Formation fédérale, formation académique, universitaire? Ton parcours, toi, pour aller... Alors, je pense qu'il n'y a pas... C'est souvent la question qui revient le plus souvent, et je pense je pense qu'il n'y a pas une seule façon de faire. Il y a la façon de faire en fonction de ce que l'on a envie, qu'est-ce qui vous anime, qu'est-ce qui compte pour vous, quelle est votre orientation, quelle est votre passion, votre préférence. Pour ma part, ça a été assez simple. Moi, je suis allée directement avec la Fédé pour passer les diplômes fédéraux. Parce que pour moi, ça reste l'organisme de formation par excellence pour avoir effectivement des références dans le domaine de l'athlète. Mais en parallèle, évidemment, j'ai passé d'autres diplômes. Moi, j'étais déjà professionnelle, je ne pouvais pas repartir à l'université ou en mettant entre parenthèses mon activité professionnelle et ne faire qu'être étudiante. Donc moi, j'ai passé les diplômes en parallèle pour pouvoir coacher. Donc il y a les CQP. Et puis après, j'ai passé d'autres diplômes, notamment des formations en pilates, des formations en yoga et des formations en musculation fonctionnelle. Et puis d'autres formations avec
de la méthode de Gasquet, si ça te parle. Voilà, ça a été plein de formations et ces formations, elles se sont faites sur des années. Évidemment, je n'ai pas fait ça en 6 mois. Il m'a fallu des années, déjà des années pour pouvoir me former au niveau de la Fédé, des années pour pouvoir me former au niveau de la méthode de Gasquet, puisque c'est plein de formations différentes. Et ça a été un choix de ma part parce que même si aujourd'hui, l'athlé, en tout cas la course à pied, est une grande part de ma vie, mon entrée dans le domaine sportif, ça a quand même été beaucoup du sport au poids du corps. Et ça reste quand même quelque chose de très important dans mon quotidien aujourd'hui. Donc il fallait que ça soit aussi représentatif de l'orientation que j'allais donner dans mon activité professionnelle. Une orientation que tu déclines sur tes réseaux sociaux, on y reviendra un peu plus tard. J'avais une autre question par rapport à ta carrière précédente. Il me semble que tu as fait des études en psychologie, Ouais. derrière assistante sociale. Est-ce que tu as des éléments qui continuent de te nourrir aujourd'hui dans ta pratique? Alors, ça va même plus loin que ça, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je viens d'un parcours universitaire en psychosocial. Après, j'ai eu une formation en ingénierie de formation. Donc, moi, j'ai eu un parcours universitaire avant d'aller sur des formations professionnelles et professionnalisantes dans le domaine sportif. Et en fait, il était évident qu'à un moment donné, pour moi, ce que j'avais œuvré et ce que j'avais réalisé auparavant dans le domaine du psychosocial, ça allait revenir. Parce que je pense qu'on fait ce que l'on est. Donc moi, le relationnel et être avec les gens, ça a toujours été une partie intégrante de mon activité, quelle qu'elle soit. Et aujourd'hui, j'ai repris mes études. Je suis revenue à l'université parce que je pense que j'aime ça. J'aime apprendre. Je pense qu'on est toujours là pour apprendre et c'est ce qui fait la richesse. C'est de continuer à se remettre en question et de se former. Et effectivement, mon parcours universitaire en psychosocial a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, OK, maintenant tu reprends tes études. Et là, aujourd'hui, je suis dans un DU de optimisation de la performance et de la préparation mentale qui me permettent aussi de consolider tout le travail initial réalisé sur l'approche mentale. C'est un diplôme universitaire sur une année? Oui, Et donc diplomation à la fin de ouais, tout à fait, l'année. exactement. On en a mis une petite amorce, la question de tes réseaux sociaux. Aujourd'hui, donc on peut le dire, on peut te retrouver sous le arrobase Cision sur Instagram, près de 60 000 abonnés à ta page. Ça fait du monde. Oui. Tu le vis comment d'avoir autant de personnes qui te suivent au quotidien? Bah, je pense que les gens qui me connaissent ne voient pas trop la différence entre celle que je suis sur les réseaux, celle que je suis au quotidien. Moi, mon objectif quand j'ai commencé à œuvrer sur les réseaux, c'était partager, démocratiser, rendre accessible des éléments qui me paraissaient importantes et des choses que j'aurais aimé savoir quand j'ai débuté. Et c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Et finalement, aujourd'hui, ça fait partie de mon activité, ça fait partie de ce que je suis, effectivement. Et c'est toujours autant de plaisir que de partager et de pouvoir avoir des personnes finalement qui m'ont vu évoluer, parce qu'il y a des gens qui m'ont vu évoluer à l'époque, aujourd'hui, et je trouve ça chouette. On se voit évoluer, grandir au travers de la vie, donc effectivement, ça reste une activité plaisir. Tu penses que tu as plus appris des réseaux sociaux, les abonnés t'apportent plus, autant que toi tu leur apportes lors de tes partages d'informations, de vulgarisation, d'attrait vers le renforcement musculaire, la prévention de blessures, les questions nutritionnelles que tu abordes notamment sur tes réseaux? Je trouve que ta question est extrêmement intéressante. Alors moi, je vais répondre autrement. Je vais te dire que dans la vie, en fait, donner, c'est recevoir. Pour moi, en fait, d'ailleurs, quand j'ai commencé à publier des contenus comme je le fais actuellement sur les réseaux, il y avait des personnes qui ne voyaient pas ça d'un bon œil. Et c'était, voilà, il y avait des personnes qui critiquaient beaucoup. Et parce qu'on ne comprenait pas qu'on puisse partager du contenu, de séances, etc. Je suis toujours partie du principe, en fait, donner, c'est recevoir d'une façon ou d'une autre. Et le fait de partager, c'est aussi rendre accessible. Il y a des personnes parfois qui n'osent pas. Et plus tu viens en parler, plus tu rends les choses accessibles et moins tu sacralises. Je pense que je fais partie aussi de ces personnes qui ont commencé sur le tard. Moi, je ne viens pas d'un milieu sportif, comme je te l'ai dit. Je n'ai pas grandi en école d'athlé. Et je pense que c'est aussi important de pouvoir dire aux gens, c'est pas grave en fait. C'est pas grave si tu n'as pas fait d'athlé à 12 ans. C'est pas grave si tu n'as pas fait d'athlé à 18 ans. Ça t'empêchera pas de courir par la suite. Tu vois, moi aujourd'hui, j'ai 40 ans et effectivement, bah, les gens, j'ai envie de leur dire, peu importe à quel âge, mets du mouvement dans ta vie. Tant que tu le fais avec ce que tu peux et ce que tu as, c'est l'essentiel.
des haters, des personnes qui ont tendance à être un peu violentes, un peu négatives par leurs messages. À l'inverse, des messages d'amour, de remerciements, il y en a combien sur Alors, le fil Instagram moi, tu vois, Suzanne? j'ai très peu d'haters, en tout cas, à ma connaissance, ils ne sont pas encore beaucoup connus. Mais au début, oui, parce que c'était nouveau. Mais aujourd'hui, non. Enfin, puis j'ai envie de te dire, tu fais aussi le choix quand tu t'exposes, tu fais le choix, enfin, tu ne fais pas l'unanimité. Personne ne fait l'unanimité. C'est la vie, c'est comme ça. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Et effectivement, par contre, les gens qui m'ont vu évoluer, les gens qui font partie de ma communauté, qui au quotidien m'envoient des messages de remerciement ou me dire, ben, en fait, ça m'a énormément aidé que tu dises ça, etc. Bah, je pense que moi, ça me suffit. Donner pour recevoir, en fait, c'est aussi pour ça que je le fais. Donner pour recevoir et s'engager, si je devais Ouais, un petit peu résumer, c'est quelque chose que tu as fait au détour d'une action nationale. On va ouais. parler du Club des 300. Donc pour recontextualiser pour nos auditrices et auditeurs, le Club des 300, c'est parce qu'il manquait 300 femmes Mm. pour intégrer les instances dirigeantes afin d'avoir une parité homme-femme dans les instances régionales notamment. Et donc le Comité national olympique et Ouais. sportif français, le CNOSF, a lancé cette initiative auquel les fédérations ont répondu euh, par la positive et avec beaucoup d'engouement, dont la Fédération française Ouais. d'athlétisme, qui a décidé de faire sa première promotion de 30 personnes qui s'est lancée à l'automne. Et parmi les 268 candidatures que la Fédération française Mm. d'athlétisme a reçues, tu fais partie Ouais. des 30 élus. Ça représente quoi pour toi de faire partie de ces 30 personnes qui ont été choisies par la Fédération française d'athlétisme? Je pense que c'est un aspect de ma vie qui est extrêmement important, que je dévoile sans trop dire finalement les émotions associées. Parce que effectivement, la question de l'engagement a toujours été très présente. Assistante sociale pour moi, j'ai toujours été très impliquée. Alors, je ne sais pas si on dit pour, dans, peu importe, auprès des femmes et de faire valoir leurs droits. Et c'était évident pour moi, en fait, qu'en continuant en tant qu'entraîneur, j'allais poursuivre ce message-là. Et le Club des 300, ça a été une véritable émotion pour ma part, parce que quand tu te dis en fait que tu viens pas d'un milieu athlé, bah, en fait, le chemin du possible, il est là, en fait, il est devant toi. Tout est possible, même si tu n'es pas né dans une culture sportive. L'engagement, il n'a pas d'âge et à tout moment, c'est possible. Et le Club des 300, ça a été au-delà que du chemin des possibles, parce que du coup, finalement, tu vis des choses incroyables. Moi, j'ai vécu des choses avec le Club des 300 depuis qui sont incroyables, notamment le meeting de Paris. On rencontre tous les mois, on a des classes virtuelles. La formation, une formation en cours, en plus des rendez-vous sur des événements. Ça, c'est incroyable. Tu vois, moi, j'ai pas l'occasion de pouvoir vivre ça. J'ai pu aller au meeting au Bière pour les championnats de France en salle, c'était génial. Ça, c'est des choses qui te sont possibles aussi par le biais du Club des 300. Et surtout, surtout, le Club des 300, il a du sens parce que aussi il y a un projet derrière. Ça faisait déjà quelques mois que je portais auprès du comité la commission égale athlète dont on parlera après. Et en fait, j'ai eu en face de moi des personnes qui étaient prêtes à m'écouter et à entendre. Et ça n'a pas de prix. Parce que quand c'est quelque chose qui t'anime, quand tu t'engages, un engagement, c'est pas, t'as pas d'horaire en fait. Tu travailles sur ton projet et parfois tu es seul à travailler sur ce projet au début quand tu essayes de créer. Donc effectivement, le Club des 300, c'est le chemin du possible. Le chemin du possible. Tu nous as raconté le sommet de l'iceberg, la partie Ouais. visible de l'iceberg, c'est les rencontres sur le Mm. meeting de Paris, sur les championnats de France élite à Aubière. La partie un petit Mm. peu plus cachée, l'investissement Ouais. que ça demande, peut-être les groupes de travail que tu vas avoir avec des membres athlétisme, peut-être aussi des rencontres Ouais. inter-fédérations. Ça se passe comment? Alors, effectivement, ça, c'est ce dont j'ai parlé, c'est vraiment la partie visible. L'inside, c'est qu'il y a du boulot. Bah, de toute façon, voilà, hein, c'est du travail parce que, en fait, on a des classes virtuelles et chaque classe virtuelle est associée à une thématique à travailler. Et quand tu as ta classe virtuelle, tu as un intervenant
extérieur qui vient évoquer un sujet. Là, dernièrement, on a eu Jean Galfione qui est venu en fait nous parler par rapport au sujet qui était en lien avec la classe virtuelle. Et là, prochainement, je crois que c'est la semaine prochaine, c'est une classe virtuelle sur la prise de parole. Et c'est pas forcément des personnes qui sont au sein de la Fédé, hein. Ça peut être des personnes, on a eu une personne qui était extérieure à la Fédé, mais qui nous a apporté plein de choses hyper intéressantes sur le leadership notamment, parce que finalement, le Club des 300, c'est aussi en vrai aussi une formation de prise de confiance. Donc, tu as plein de choses autour du savoir-faire, mais tu as aussi beaucoup de choses autour du savoir-être et d'oser prendre pas dans des espaces publics. Parce que parfois, c'est ce qui nous est le plus difficile. Et donc, le Club des 300, tu as tout ce travail en amont qui est fait avant chaque rendez-vous important. Prendre confiance, c'est vraiment le terme que tu sacralises. Est-ce que tu vois que cette prise de confiance, elle a des impacts d'ores et déjà dans ton quotidien, dans ta capacité du coup à mieux convaincre? Et là, on va faire le lien avec ce que tu défends au sein du comité du Rhône Métropole de Lyon, la commission Égal Athlé. Est-ce que tu vois des effets bénéfiques déjà? Oui. En fait, moi, quand j'ai décidé de me présenter pour le comité, je pense que je suis arrivée, j'avais en tête ce projet, mais je ne l'avais pas dit. Je ne savais pas trop comment ça allait être accueilli. Ça reste des milieux quand même où les personnes se connaissent beaucoup entre elles. Moi, on me connaissait sans me connaître, on ne savait pas trop. J'étais pas quelqu'un de très présent sur tous les événements. Je ne faisais pas partie, comme je te l'ai dit, des instances déjà élues. Et quand je suis arrivée, finalement, même si je ne savais pas, on m'a laissé une chance. Tu vois, j'ai pu intégrer. Et moi, ce que j'ai pu voir grâce au Club des 300 par le biais du projet de la commission Égal Athlé, c'est que dans la vie, on ne te donne pas confiance. Tu prends confiance. Tu vas saisir ta chance et puis tu vas y aller en fait. Et moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que le Club des 300, il me permet d'avoir une certaine confiance dans mon projet et de me dire en fait, ce projet, il est important à mes yeux parce que j'y crois, parce que j'ai envie de me dire que ce sera ma façon à moi d'avoir agi dans la société. C'est ma petite pierre à l'édifice. Égal Athlé, aujourd'hui, ça se décline comment au sein du comité du Rhône? Comment est-ce qu'on vient interagir avec vous? Les premières actions qui sont visibles et peut-être les premiers retours sur cette commission donc récente et qui fait partie de la nouvelle Olympiade au sein du comité 69. Alors en fait, cette commission, elle a vu le jour il y a 1 an. Tu vois, donc le temps de mettre les choses en place. La commission, elle est constituée d'une équipe permanente, hein, des membres permanents. Et cette commission, elle vise à développer la place des femmes dans les instances dirigeantes, jurys et officielles. Parce qu'on est parti des statistiques qui montrent que finalement, il y a de plus en plus de femmes qui pratiquent, et c'est super. Mais par contre, aujourd'hui, il y a de moins en moins, enfin pas de moins en moins, mais il y a moins de femmes dans des instances de décision dans le domaine sportif. Il y a moins de femmes encadrantes, c'est sûr, moins de femmes dans certains jurys, plus on monte les grades en tant que jury. Et au niveau de la présidence, on peut le voir également. Et en partant de ce constat-là, on s'est dit que la commission, elle allait finalement œuvrer pour favoriser et accompagner les clubs. Et donc, sur la première année, qui est en cours actuellement, j'ai lancé le challenge Égal Athlé, qui vise à challenger les clubs entre eux. La volonté, en fait, c'est d'accompagner chaque club qui souhaite s'inscrire sur ce challenge et de voir un peu quelle dynamique est en place, comment le club, en fait, se positionne sur cette volonté de vouloir favoriser la place des femmes dans les instances. Et du coup, en fait, le challenge, il est encore en cours, hein, il est en cours jusqu'à juin. Et à partir du jury, on va donc élire un club qui sera élu dans le cadre de ce challenge. Il sera élu lors de la cérémonie des récompenses qui aura lieu en novembre au sein du comité. Et entre-temps, la Fédé va mettre en lumière ce projet au sein du magazine Athlé Mag. Et évidemment, le club qui sera élu, lauréat, sera mis en avant dans le cadre de la newsletter. Et après, l'idée, c'est d'avoir une histoire. Ce n'est pas une année, c'est que le club lauréat, en fait, soit celui qui donne le trophée au club qui suivra l'année d'après et que ce challenge puisse finalement prendre vraiment place tout au long des années qui vont suivre. Et donc, la commission Égal Athlé, sur une première année, elle lance le challenge. Et puis, sur la deuxième année, il y aura un autre projet. Mais pour l'instant, je n'en parle pas davantage, mais il y a un autre projet qui est en cours. Ce que je vais te proposer, c'est d'avoir un petit moment suspendu
à un moment où on va faire appel à tes connaissances, Ouais, bah, dis donc. participer à un petit jeu qui s'appelle le tour de piste. Tu vas avoir très exactement 50 secondes et 84 centièmes pour répondre à un maximum de questions. Est-ce que tu es prête? Est-ce que j'ai le choix? On a toujours le choix. Allons-y. Allez, pour le principe, top. Le mental est-il plus important que le physique? Ni vrai ni faux. Coach ou athlète? Coach. Être titré au niveau national ou avoir une athlète titrée au niveau européen? Avoir une athlète. Équidène ou 10 km en solo? Équidène. Plaisir ou performance? Plaisir. C'est plus dur d'écrire un livre ou de faire un marathon? Les deux. Prix Goncourt ou championne de France? Championne de France. La musique qui te motive? Rocky. Le conseil que tu aurais aimé qu'on te donne? Tout est possible. En vacances, avocado toast ou tartine de Nutella? Nutella. Égalité homme-femme dans l'athlétisme est-elle atteinte aujourd'hui? Il y a du mieux à faire. Coaching individuel ou collectif? Collectif. Séance de fractionné ou endurance fondamentale? Endurance. Courir par temps de pluie ou par canicule? Canicule. Et on arrête, on est au bout du coup des 50 beau. secondes 84. J'avais eu tout un suspense sur les connaissances et moi j'avais révisé toute mon athlète. Je suis déçue là. Voilà. Mais c'est peut-être pas fini, c'est ça? À la fin, on a tous les records de ligue depuis 1960. Ah ouais. Donc on va être là pendant un long moment. Voilà. J'ai envie de revenir sur une question Ouais. en particulier. L'égalité femmes-hommes dans l'athlétisme est-elle atteinte aujourd'hui pour toi, Suzanne, avec un peu plus de développement? Je pense que c'est compliqué de répondre à cette question. Je pense qu'il y a des choses qui sont en marche et ça se voit avec le Club des 300. On essaye d'œuvrer. Je pense qu'il y a des choses qui peuvent s'améliorer, notamment des choses que j'ai pu voir, soit au niveau de certains organigrammes, soit au niveau de certaines difficultés pour les femmes de pouvoir œuvrer, de se faire entendre. Là, dernièrement, donc, dans le Club des 300, tu rencontres d'autres femmes qui sont élues, d'autres ligues, etc. Et dernièrement, la Ligue, la LIFA, a mis en place un projet que je trouve génial. Ils essayent de former, d'avoir un peu plus de femmes expertes en haut niveau. Parce que ça, c'est une vraie réalité. Tu vois, par exemple, à ce niveau-là, quand tu vas regarder les chiffres, il y a très peu de femmes qui entraînent du haut niveau. Il y en a, évidemment, mais il y en a très peu. Et à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas du tout d'égalité. Et ce n'est pas la problématique et la cause de quelqu'un. C'est juste que je pense, parfois, les femmes n'osent pas prendre place. Et ça, c'est quelque chose, c'est plus profond. Et c'est vraiment important de faire entendre la notion d'égalité en termes d'équité aussi. Et de faire comprendre que parfois, les tables d'experts sont parfois trop experts et pas assez expertes. Et qu'on peut aussi harmoniser là-dessus. Et comment on fait pour du coup résoudre ce biais, notamment sur le haut niveau? On force un petit peu le verrou et on intègre des femmes, on essaye d'acculturer les personnes présentes à l'intérêt d'ouvrir son champ. Ça serait quoi la proposition? Je pense que par exemple, ce que va faire la LIFA pour former les femmes à entraîner dans le haut niveau, c'est déjà constater qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Moi, j'avais rencontré à Aubière Volmer et qui en parlait aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est compliqué de trouver des femmes qui se forment. Et je pense que la question, c'est qui est intéressé là-dessus? Qui a envie d'y aller? C'est déjà ça. Qui a envie d'aller entraîner du haut niveau? Et à partir de là, qui a besoin d'aide? Je pense qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là. Si certaines personnes éprouvent des difficultés, je pense que c'est important qu'on puisse aussi les entendre et voir à quel niveau, quelles sont les difficultés. Est-ce que les difficultés, c'est parce qu'on n'a pas d'athlète? Ça, c'est autre chose. Mais est-ce que les difficultés, c'est plus parce que je peine à me sentir légitime sur cette casquette-là? Je peine à avoir une place à ce niveau-là. Pourquoi? Tu vois? Je pense que c'est des questions qui sont bien plus profondes. C'est pas juste forcer les choses pour se dire oui, non. Qu'est-ce qui se joue derrière? Et pour moi, faut pas oublier que tout ça, ça reste quand même des sujets très récents. Finalement, pendant très longtemps, on a été dans un milieu très masculin. Il faut aussi laisser le temps au temps et se dire qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Il faut espérer que ça va continuer, que ça va permettre de faire grandir d'autres générations où il y aura l'égalité. Semer des graines pour le temps long. Semer des graines, c'est ce que tu fais avec ton livre Running au féminin.
qu'on va permettre à une auditrice ou un auditeur de gagner, que tu dédicaceras à la fin de l'interview. Alors, si vous êtes abonné au compte CZ One et à la page de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'athlétisme, vous mentionnez la personne qui a le record de ligue du 400 mètres en 50 secondes 84. C'était pour ça. C'était pas moi, je tiens à le dire au cas où. Voilà, ce n'est pas Suzanne Carian. C'est le seul indice qu'on vous donnera. Vous nous mentionnez l'athlète féminin qui a ce record et parmi les bonnes réponses, on fera un tirage au sort pour déterminer qui remportera le livre dédicacé par Suzanne. Running au féminin, c'est ton deuxième livre. Oui. Le premier, c'était l'an dernier et c'était coécrit avec Camille Chastel, En route pour mon marathon. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet et ce en solo? Alors, le projet du running au féminin, c'était un projet qui, pour moi, est né de ma deuxième grossesse. Parce que lorsque j'étais enceinte de mon deuxième enfant, j'étais déjà entraîneur et j'avais envie de mener mon activité sportive tant que je pouvais. Mais je peinais à trouver des informations là-dessus. Donc là, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des choses qui manquaient et que c'était dommage parce que tant qu'il y a la vie médicale qui autorise, tant que la femme a envie, il y a des choses à pouvoir exprimer, faire, réaliser. Et c'est de là qu'est né ce projet du running au féminin, puisque après la grossesse a eu lieu la phase de postpartum. Et puis justement, là, je me suis rendu compte aussi qu'il y avait plein de choses à éluder, à comprendre en fait sur ce qui était possible. Ça, c'était, il y a une dimension du coup très personnelle dans ce livre. Mais même si tu reviens sur ces éléments de ménopause, préménopause, postpartum, on en reparlera un tout petit peu plus tard, on sent qu'il y a une intime conviction, parler à celles et ceux peut-être qui n'osent pas. Tu parles d'aider les femmes à reprendre le pouvoir. Oui, parce que je pars du principe en fait que finalement, je pense que très longtemps, les femmes, elles ont considéré, là par exemple sur les spécificités féminines, on considère les spécificités comme étant des tares, des choses qui peuvent freiner. Oui, effectivement, parfois c'est gênant, hein, c'est pas très agréable, mais c'est une force. C'est une force que tout à l'heure, moi j'écoutais un podcast, je suis partie courir, j'écoutais un podcast et j'entends la femme qui parlait de la notion d'effort, de douleur. Et elle dit, mais par rapport à mon accouchement, c'est rien. Tu vois, là, en fait, c'est une spécificité féminine. C'est la force mentale aussi des femmes. Et je pense que l'idée, c'est de prendre confiance en soi et d'y aller, quoi. L'espace public, il est pour tout le monde. Et quand je parle de ces notions-là, pour moi, c'est vraiment que les femmes, quand une femme qui prend le livre, elles se disent, ok, en fait, je peux y arriver. Je peux atteindre mon objectif, quel qu'il soit. Et pas juste un objectif chronométrique. Et du coup, est-ce qu'il y a une volonté de donner des clés de lecture aux hommes pour accompagner des athlètes femmes qui ont envie soit de faire du loisir et de le faire dans les meilleures conditions possibles, soit d'aller vers le haut niveau et la compétition? Je pense que, alors déjà, je pense qu'il y a plein d'entraîneurs qui ont déjà les codes et qui ont les connaissances pour pouvoir les entraîner. Je pense que parfois, c'est aussi, il y a une certaine gêne, pudeur. Hein, c'est des sujets qui relèvent de l'intime. Donc, je ne pense pas, je pense qu'il y a des hommes pour qui ça peut être intéressant, des hommes entraîneurs. Je pense qu'il y a des hommes aussi qui peuvent être intéressés pour comprendre. Et puis parce que, au-delà du fait que le livre, on est plein d'aspects liés aux spécificités, il y a plein d'autres aspects qui regardent les hommes comme les femmes, quoi. Donc, je ne pense pas que ça va tout changer pour des hommes, mais je pense que ça apporte une sensibilité à ce sujet-là. Et surtout de se dire que la différence est une force. Pour toi, l'approche mentale, est-ce que c'est aussi important, voire même plus important que l'approche phisique d'une C'est toujours la question qui revient. Est-ce que c'est plus, moins? C'est difficile pour moi de répondre. En tout cas, pour moi, ça fait partie ça fait partie de l'entraînement. On va entraîner son corps comme on va entraîner son esprit, comme on va entraîner son estomac. La même chose. Ça fait partie de l'entraînement. Alors, il y a des personnes qui ont effectivement des facultés qui font que l'entraînement mental, il est assez facile parce que ça accroche très vite. Puis, il y a des personnes pour qui, parfois, il faut enlever certains biais cognitifs, travailler certains aspects pour rendre plus actrice, plus acteur
d'une compétition. Donc, il n'y a pas plus-moins. Il y a ce que j'ai envie d'investir, ce que j'ai envie de travailler, là où je suis le plus en difficulté et là où je pense que j'ai une marge de progression. Tu parles d'entraîner son estomac. Oui. Il y a des liens avec la nutrition qui sont faits. Et notamment, en parcourant ton livre, on remarque que tu parles assez peu de la viande. Est-ce que c'est une volonté personnelle? Tu avais un souhait de parler à tout le monde, végétarien, omnivore? Je pense que c'est surtout c'est naturel pour moi parce qu'en fait, je suis naturellement végétarienne. Donc, effectivement, moi, je n'en mange pas. Et je pense que mon livre est à l'image aussi de ce que je suis, dans la façon dont je vais penser les choses. Donc, j'en ai pas parlé parce que aujourd'hui, ce n'est pas forcément les sujets sur lesquels je vais investir des débats ou c'est pas forcément ces domaines-là où je vais investir davantage. Il y a des personnes qui sont spécialisées dessus et qui ont plus de Effectivement, et puis c'est légitimité. pas mon métier. Moi, quand je vais apporter, ça reste toujours dans les limites de mes compétences. Bien que j'ai pu avoir des formations, ça reste Après, il y a des experts dans chaque domaine. Et voilà, moi, c'est pas les domaines sur lesquels je vais rester, où je vais mener des entretiens, pas du tout. Il y a un domaine où tu restes beaucoup plus, c'est celui de la spécificité de courir quand on est une femme. Et on disait qu'on reportait ce sujet à plus tard, et donc c'est maintenant. Qu'est-ce que implique notamment la question du cycle menstruel pour la femme dans sa pratique? En fait, ce que ça implique, c'est qu'on peut avoir certains a priori en tant que femme, en se disant quand on a ses règles, on ne peut pas. C'est parfois mieux de ne pas avoir ses règles. Il y a des choses comme ça. Et en fait, moi, j'avais surtout envie de remettre du sens sur certains aspects, c'est-à-dire que chaque femme a un fonctionnement qui lui est propre et que la clé, c'est de se connaître, c'est de savoir un peu comment son corps fonctionne. En vrai, on ne nous apprend pas forcément ça. Ça dépend aussi du milieu dans lequel on a grandi, mais on nous apprend très peu ça. Donc, c'est important d'être connecté à son cycle et de savoir comment notre corps fonctionne pour pouvoir se dire, finalement, quand je me situe à ce niveau-là de mon cycle, je me rends compte que c'est un peu plus compliqué. Et c'est OK. Et ça ne veut pas dire qu'à ce niveau du cycle, ça sera comme ça toute ma vie. C'est juste que cette période-là de ma vie, peut-être que je suis un peu moins, j'ai moins d'énergie lorsque je me situe à ce niveau-là. Ou peut-être que quand j'ai mes règles, finalement, je suis peut-être très en forme. Chaque femme est différente. Et j'avais surtout envie qu'à travers le livre, encore une fois, on voit cela comme une force, une capacité à endurer, à durer, tu vois. Et ça, c'est important. Capacité à endurer et puis surtout à s'adapter. Ouais. C'est le mot qui revient, l'adaptation aux séances suivant la période du cycle, mais aussi de vie dans laquelle on va se trouver. Exactement. En fait, pour moi, le fait de s'adapter, ça reste toujours la meilleure approche dans le sens où quand on s'adapte, c'est qu'on a pris le temps d'écouter à l'origine ce qui pouvait nécessiter une adaptation. Que ce soit par rapport aux règles, que ce soit par rapport au postpartum, ou la grossesse, ou la ménopause. En fait, toutes ces phases-là, il n'y a pas de règle établie, il y a juste l'idée de se dire que le mouvement est possible à chaque étape de la vie et d'apporter une réponse adaptée. Est-ce que c'est grossier de ma part de dire que les femmes sont beaucoup plus contraintes par leur corps dans toutes leurs étapes de leur vie que les hommes, ou est-ce que c'est juste dire les mots? Non, mais je sais pas véritablement ce que tu entends par grossier, parce que pour moi, je pense que c'est vrai. En vrai, honnêtement, les règles à l'adolescence, la grossesse, le postpartum, la périménopause, tu vois, la ménopause, il y a quand même pas mal de phases de ta vie où tu te dis, bon, les hormones sont sympas, mais à un moment donné, ça peut être parfois lourd. Et c'est ce qui fait la force. C'est la capacité à s'adapter, c'est le fait d'endurer ces variabilités tout au long de sa vie. La capacité à s'adapter, on t'a réservé une petite surprise pour la fin. C'est se prendre soi à chaque étape de sa vie. Et donc, tu vas pouvoir tourner la tête sur ta droite. Oh, allez. Et donc, pour conclure cette émission, Je suis désolée, je ne m'attendais pas du tout. Qu'aurais-tu envie de dire à Suzanne, ici présente? Pardon. Bon, je ne m'attendais pas à ça. Que tout est possible. Que tout est possible, peu importe. Pardon, je suis désolée. Peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on a vécu ou subi, tout est possible. À nous d'y aller. Merci.
Merci à toi, Suzanne, de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode de Sans dossard. On vous le rappelle, pour gagner le livre de Suzanne Running au féminin qui est disponible sur toutes les plateformes, en physique ou par e-book, eh bien, abonnement à la page de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'Athlétisme et à Suzy One. Et puis, vous commentez dans l'espace dédié le nom de la personne qui détient le record du 400 mètres féminin de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d'Athlétisme. Merci à toi d'être venu jusqu'à nous. Tu seras à jamais la première. Et mesdames et messieurs, on vous souhaite une excellente soirée. À bientôt.